Bienvenue sur Limitless Project, le podcast qui explore les mystères de nos super-pouvoirs et cherche comment les libérer. En discutant avec des scientifiques, médecins, sportifs ou entrepreneurs, je veux comprendre quels sont les secrets de la performance humaine et découvrir les meilleurs hacks pour optimiser ma vie, mes capacités et ma longévité. Si toi aussi tu veux exploser ton potentiel et améliorer ta santé, abonne-toi au podcast et rejoins ma newsletter pour recevoir chaque mois mes plus incroyables découvertes. Vic Verdier est la définition même de l'antifragilité. Refusant la moindre routine, son esprit curieux lui a permis de vivre 1000 vies. Commandant en seconde dans la marine française, explorateur d'épaves sous-marines, instructeur de Krav Maga, d'armes à feu, de plongée sous-marine, de Movnat et j'en passe. Minimaliste par nature, il a décidé de simplifier sa vie à outrance. Il n'a que 100 objets qui tiennent dans un sac à dos pour faire de la place au reste. Et quel reste ? Passer plusieurs mois dans des pays lointains, explorer de nouvelles compétences physiques et mentales, se former dans un tas de domaines qui attisent sa curiosité. Sans cesse, il a travaillé à enrichir son âme. Et il dispose aujourd'hui d'une expérience et d'une sagesse qu'il partage avec générosité dans ce nouvel épisode. Belle écoute! Salut Vic! Bonjour David. Écoute, c'est Jérôme Rattoni de l'épisode 24 qui m'a recommandé de t'inviter. Et c'est vrai qu'en regardant un petit peu ton parcours, les innombrables formations que tu as faites et en m'intéressant un petit peu aux articles que tu as écrits sur ton blog, notamment les mancronymes, je dois dire que j'ai compris pourquoi. J'ai vraiment hâte d'avoir cette conversation avec toi qui s'annonce passionnante. Mais avant de commencer, j'aime bien faire un petit tour d'inclusion. L'idée, c'est que tu partages avec moi quelque chose de chouette qui t'est arrivé cette semaine ou à l'inverse, une énergie un petit peu négative que tu aimerais déposer avant ce podcast pour pouvoir entrer pleinement dans notre discussion. Quelque chose de sympa qui m'est arrivé cette semaine. Là, je voyage beaucoup, donc je vis aux États-Unis. Je voyage beaucoup pour enseigner des stages. Et là, le week-end dernier, donc samedi et dimanche, j'enseignais un stage combative Movnat. Et il y avait une énergie qui était fabuleuse au niveau des participants. Donc, il y avait une dizaine de participants, hommes et femmes, un peu de tous les âges. Et c'est vraiment motivant pour moi de prendre des gens qui n'ont au départ aucune connaissance des arts martiaux, des sports de combat, des choses comme ça, et de leur donner des techniques simples qui leur permet à la fin du week-end, donc le dimanche soir, d'être capable non seulement d'anticiper, mais aussi de réagir face à une situation de stress, une menace dans la rue ou quelque chose comme ça. Et c'est sympa de les voir partir à la fin du stage et avoir quelque part cette mentalité, cet éveil, cette curiosité de regarder autour d'eux et de se dire est-ce que ça serait une menace potentielle pour moi, alors que le reste du temps, ils passent leur temps la tête dans leur téléphone, dans leur smartphone, et ils prêtent pas attention du tout à ce qui se passe autour d'eux. Voilà. Donc ça, c'est vraiment sympa. C'est toujours une expérience que j'apprécie beaucoup. Ouais, super intéressant. C'est vrai que moi justement avec Movnat, j'ai découvert un petit peu un nouveau prisme, une nouvelle façon de regarder le monde, où je le vois maintenant comme un terrain de jeu géant et comme autant d'opportunités de m'entraîner et de m'amuser. Et en réalité, tu viens de partager le fait qu'il y avait encore d'autres types de lectures et qui étaient notamment de faire attention à ton environnement, de pouvoir anticiper des menaces éventuelles. On pourra revenir après d'ailleurs sur le besoin qu'on a aujourd'hui dans nos sociétés qui sont quand même potentiellement hyper préservées, hyper protégées, justement de faire attention à ces éventuelles menaces et puis aussi à être capable d'y faire face. Est-ce que c'est encore utile? Et oui. je me doute que la réponse est oui, mais donc tu vas pouvoir partager un petit peu ça. Je vais juste, on y reviendra après de toute façon. Je vais juste faire rapidement moi mon petit check-in. J'ai une petite fille qui a 15 mois. Dont je parle souvent dans ces podcasts parce que je l'aime énormément et qu'elle m'inspire beaucoup. Et tu vois,
je rêvais un peu de ce moment où je rentrerais du boulot, où j'irais la chercher chez l'assistante maternelle et elle courrait dans mes bras pour venir me faire un câlin. Et au début, tu vois, dans ses premiers 2 mois de vie, elle était plus intéressée par ses livres ou par ses jouets que par le fait d'avoir des moments de relations physiques, on va dire, et câlines avec moi. Et là, depuis une semaine et demie, dès que je rentre, elle a un grand sourire et puis elle court vers moi et parfois elle est tellement pressée d'arriver qu'elle tombe même sur le chemin. Et puis elle vient me faire un câlin et ça me fait, je suis drogué à l'ocytocine en ce moment, ça me fait un shoot d'hormones de bonheur et ça me donne des sourires pour toute la soirée et puis le matin quand je pars au bureau pour toute la journée. Donc voilà, donc je partage cette belle énergie hyper positive. Sympa ça, vraiment sympa. Et justement, tu disais que tu faisais des stages un petit peu partout. Donc là, Movnat pour la partie combative. Mais j'ai vu que tu avais fait plein de formations, la plongée, le Krav Maga, les armes à feu. Movnat, évidemment, on en a parlé. Oxygen Advantage, etc. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'intéresser au potentiel humain et de comprendre un peu comment tout ça fonctionnait, comment est-ce que tu pouvais aller plus loin et être une meilleure version de toi-même? Waouh, c'est une sacrée question ça. Je crois que j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours été intéressé par ce que l'on peut faire, par ce que l'on peut devenir, comment s'améliorer, comment accroître les connaissances que l'on a. Depuis que je suis gamin, j'ai fait des stages, mais c'est des stages qui n'ont pas forcément, qui n'ont aucun rapport avec ce que je fais comme métier. J'ai fait des stages de soudure, j'ai fait des stages de comment conduire un forklift, un transpalette ou des choses comme ça, des trucs complètement au hasard. Okay. Simplement parce que ça m'intéresse non seulement d'apprendre des choses nouvelles, d'acquérir des connaissances, mais aussi parce que ça m'intéresse d'un point de vue purement pédagogique. J'aime bien voir comment un autre instructeur va réussir à transmettre, va réussir à communiquer des techniques, des connaissances à ses élèves. Et donc c'est un double aspect pour moi. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de m'améliorer en tant qu'instructeur et j'espère que j'ai réussi à faire ça depuis 35 ans que j'enseigne quelque chose à quelqu'un. J'espère que j'ai réussi à m'améliorer, que mes techniques pédagogiques sont meilleures que quand j'ai commencé. Et en tant qu'individu, j'aime bien m'améliorer, j'aime bien connaître plein de choses, j'aime bien m'intéresser à plein de choses, lire, apprendre, etc. Et c'est bien ça. J'ai fait un épisode avec Guillaume Mathias sur les neurosciences et les sciences cognitives, et il expliquait qu'en fait le cerveau initialement est fait et programmé pour se spécialiser. C'est-à-dire que tu nais à la base avec un potentiel infini entre guillemets, et mais malléable. Et il est fait pour pouvoir s'adapter à son environnement et ensuite il s'hyper spécialise à cet environnement. Ce qui était vachement bien d'un point de vue survie il y a 10 000 ans, mais qu'il est beaucoup moins aujourd'hui dans un monde qui est en constante mouvance et où la société telle que tu la vis aujourd'hui sera plus du tout la même que celle dans laquelle tu vivras dans 30 ans. Mmh. Et justement, une des parades à ça, pour empêcher le cerveau de s'hyper spécialiser et de rester généraliste, c'était de rester curieux et d'apprendre sans cesse de nouvelles choses. Et alors, visiblement, c'est exactement ce que tu fais. Je suis d'ailleurs surpris. Moi, je pensais que tu t'étais intéressé surtout aux stages et aux formations qui sont liés soit au mental, soit au sport, au physique, etc. Mais visiblement, tu as même été apprendre des métiers complètement différents, la soudure, etc. C'est dingue, t'es la première personne que je rencontre qui, à mon avis, est à ce point-là holistique, à ce point-là curieux d'aller découvrir plein de métiers différents. Mais c'est tout un ton honneur, c'est vachement intéressant. Et du coup, c'est toutes ces expériences variées qui t'ont permis de créer ton offre de coaching. Je sais pas comment est-ce qu'on pourrait la résumer parce que ça a l'air d'être quelque chose qui va beaucoup plus loin que celle de simplement te permettre d'être plus fort, etc. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a une dimension un peu philosophique, voire spirituelle sur la notion de qu'est-ce qu'un homme aujourd'hui, comment est-ce qu'il doit être, comment est-ce qu'il doit vivre. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ta vision justement de l'homme en 2022? Qu'est-ce qu'un homme en 2022?
Je pense qu'un homme en 2022, c'est le même qu'un homme il y a 100 000 ans ou 200 000 ans. On n'a pas réellement changé d'un point de vue physiologique, anatomique ou quoi que ce soit. C'est simplement l'environnement dans lequel on est qui a changé. Tu parles d'hyper spécialisation. On est dans un monde où tout le monde veut être différent. Okay. C'est une bonne chose en soi. L'homogénéité, quand on parle d'individus, c'est pas forcément une bonne chose. Quand il y a, je sais pas combien de milliards d'individus sur une planète et qu'on a envie d'être différent, ça devient difficile. Et le meilleur moyen d'être différent ou d'être meilleur que les autres ou que beaucoup d'autres, c'est de se spécialiser à outrance. C'est pour ça que tu vois le livre des records où des gens arrivent à faire un truc complètement fou, mais très 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 particulier, très très spécialisé. Combien de hot dogs j'arrive à manger en 5 minutes? Record du monde. Ok, oui, bon, très bien. C'est un record du monde, mais est-ce que ça a une quelconque utilité? Pas forcément. Est-ce que ça me permet d'être différent du reste de la population sur cette planète? Oui, peut-être, mais j'en vois pas forcément l'utilité. Cette hyper spécialisation veut dire à certains moments que on ne s'intéresse plus à rien d'autre et soit qu'on pratique un sport, soit qu'on pratique une activité, soit dans son activité professionnelle, on est tellement spécialisé que quelque part on est sclérosé. Et je pense qu'un homme en 2022, pour répondre à ta question, c'est un homme qui a tendance à vouloir être hyper spécialisé parce qu'il a envie d'être la meilleure version de lui-même. Mais comment être la meilleure version de lui-même quand on est dans un monde où la concurrence est particulièrement large? Ouais. On est la meilleure version de soi-même en étant hyper spécialisé. Et pour moi, c'est pas forcément la solution. Pour moi, j'ai envie en tant qu'individu, j'ai envie d'être un généraliste. J'ai envie d'être relativement bon à tout un tas de choses. Et les gens que je coach, j'ai un business de coaching en ligne. C'est ce que j'essaye, c'est l'information que j'essaye de passer, c'est la mentalité que j'essaye de faire passer. Donc, je les entraîne non seulement d'un point de vue physique, mais aussi d'un point de vue mental, psychologique, émotionnel, etc. C'est une longue réponse à ta question, non? Non, pas tellement. D'autant plus que tu as dû remarquer que je mettais du temps aussi à préparer mes questions et je pars aussi assez facilement en digression. Non, c'est vachement intéressant. Moi, j'ai toujours caressé cette envie et ce rêve d'être généraliste. Je vais prendre le focus du sport, mais il peut s'adapter à n'importe quoi, et de me dire que j'étais à la fois quelqu'un d'endurant, de fort, de musclé, d'agile, etc. Tu vois. Et pour autant, j'ai des amis, Rudy Koya notamment, qui fait de la musculation, qui me coach un peu en musculation, ou Slim, qui disent que en fait un bon généraliste, c'est quelqu'un qui a fait une succession de spécialisation. C'est-à-dire que il prétend que tu peux pas à la fois, tu peux pas courir 50 lièvres à la fois. T'es obligé de te concentrer sur une chose pendant quelques années à fond, et puis après, une fois que t'as atteint un plateau, passer à autre chose, et que c'est ce cumul qui te permettra à terme d'être un généraliste qui maîtrise plein de choses. Est-ce que t'es d'accord avec cette vision, ou est-ce que tu penses que Complètement d'accord. Donc toi, du coup, les élèves avec qui tu travailles, tu vas pas leur apprendre à la fois le Krav Maga, puis Movnat et de la plongée sous-marine. Tu vas d'abord leur apprendre Movnat, et puis après le Krav Maga, et puis après la plongée sous-marine, et puis après la maîtrise des armes à feu, et puis après le CrossFit, etc. Je pense qu'on peut courir plusieurs lièvres à la fois, mais pas une tonne de lièvres à la fois. Ok. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, on peut s'intéresser à 3, 4 sujets ou 4 sports
ou quelque chose comme ça. On peut pas s'intéresser en même temps à une vingtaine de sports ou une vingtaine de sujets. Et cette micro-spécialisation, elle peut durer quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Si ça dépasse le stade des années, à ce moment-là, on devient spécialisé sclérosé. Et du coup, toi, comment est-ce que tu fais au quotidien? Justement, t'as exploré, je l'ai dit tout à l'heure, énormément de voies différentes. Donc, à chaque fois, en fait, tu l'as fait pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, et puis t'es passé à autre chose. Comment est-ce que tu arrives à entretenir, malgré tout, tous ces acquis, toutes ces compétences que tu as découvertes? Malheureusement, tu perds beaucoup. Non, c'est vrai, tu perds beaucoup. J'ai appris tout un tas de choses dans tout un tas de domaines. Je suis pas sûr qu'il m'en reste beaucoup dans tous les domaines. Ce qui est intéressant dans l'approche généraliste, c'est que tu essayes plein de choses, et puis il y a des choses que tu aimes, et des choses que tu aimes moins. Okay. Je pense que les choses que tu aimes, tu auras tendance à les conserver un peu plus longtemps, parce que tu auras envie de les pratiquer, ou tu auras envie d'approfondir un peu le sujet. Par contre, les choses que tu aimes moins, bah, tu vas passer à autre chose. Et puis parce que parce que c'est la vie, parce que le temps passe, et parce que voilà, t'as d'autres intérêts. Puis Et notre temps est limité, malheureusement. Donc, Puis c'est peut-être pas plus mal justement de laisser un peu sur le côté les choses que t'aimes moins, parce que c'est bien cette idée d'être hyper adaptable et capable de réagir parfaitement dans n'importe quelle situation qui puisse t'arriver. Mais d'un autre côté, c'est aussi bien de pouvoir vivre ta vie et t'amuser dedans. ouais, tout à fait, tout à fait. Tu peux pas. Enfin, moi, personnellement, je m'amuse. Personnellement, j'apprécie le fait d'apprendre quelque chose de nouveau. Ça fait partie des choses qui me motivent dans la vie. Mais aussi d'autres choses. Il y a les relations humaines, il y a passer du temps avec ses amis, passer du temps avec les gens que tu aimes. Et ça c'est pas forcément compatible avec le fait que tu veux passer beaucoup plus de temps à apprendre d'autres choses ou à pratiquer quelque chose. Donc D'ailleurs, c'est toi qui as à faire. est-ce qu'il y aurait 4-5 principes comme ça qui te semblent hyper importants et que tu essaies de partager aux personnes que tu coaches, mais même de façon générale, qui te semblent fondamentaux et que tu voudrais offrir à ceux qui nous écoutent? Que chaque individu est différent, et donc ça serait très présomptueux de ma part de donner des préceptes de vie et de dire voilà ce qu'il faut faire dans la vie. Mais tout le monde est différent, et tout le monde a des priorités et des valeurs différentes. Ce que je peux, c'est partager mes valeurs, mes principes. Par exemple, un de mes principes majeurs, c'est de garder tout ce qui se passe dans ma vie le plus simple possible. Ce que ça veut dire simple en termes de logistique, okay, simple en termes d'être un minimaliste. Ça se dit en français, ça, minimaliste? Oui, tout à fait. Oui, Tout à fait. Okay. Parfois, j'ai des problèmes. Être un minimaliste, mon opinion personnelle en ce qui concerne ça, c'est d'avoir le moins de choses possibles dans ma vie qui me freinent dans mes choix, dans mes décisions, dans mes voyages, etc. Généralement, j'essaye de garder toutes mes possessions matérielles en dessous du nombre 100. Voilà. Et 100, ça veut dire j'ai une centaine d'objets qui tiennent tous dans un sac, voilà. Et ce sac, il tient sur ma moto, et ça me permet d'être relativement libre, de pas être forcément attaché à un endroit ou attaché à une situation ou quoi que ce soit. Donc cette simplicité, c'est une simplicité logistique. Je veux pas être encombré. Je veux pouvoir bouger quand j'ai envie de bouger. Et c'est aussi une simplicité au niveau de mes choix, de mes décisions. S'il y a quelque chose qui me plaît, si j'ai envie de faire quelque chose, je vais faire tout mon possible pour que ça arrive, pour que ça se passe.
Donc ça, c'est un des principes qui a dirigé ma vie. J'ai 58 ans et ça a été comme ça depuis le début. Ok. Euh, mais il y a d'autres principes et ces principes-là, ils s'appliquent pas forcément à tout le monde. Mais je pense que simplifier sa vie en règle générale, simplifier ses relations humaines, simplifier la logistique, simplifier, être un peu plus minimaliste. Je vis aux États-Unis et j'ai perdu un petit peu le contact avec ce qui se passe en France, mais c'est intéressant de voir qu'aux États-Unis, les gens sont très attachés à, aux objets matériels. Okay. J'entends par là que c'est facile, c'est la société de consommation et c'est facile d'accumuler des trucs. Voilà. Des trucs que tu n'utilises jamais, des trucs qui encombrent ton garage, des trucs qui encombrent ta maison et qui te bloquent un peu dans tes opportunités de vie, de déménagement, de tout en règle générale. Donc j'essaye avec les gens que je coach, j'essaye de partager un peu cette vision avec eux et en règle générale, ça se passe plutôt bien parce qu'ils réalisent que on est attaché à des objets matériels qui n'ont absolument aucune valeur. Voilà. Non, c'est sûr, c'est sûr. Et après, pour toi, ça a été facile parce que visiblement, tu as toujours été comme ça. Tandis que pour quelqu'un qui justement est dans cette société de consommation, ça lui procure de la dopamine d'acheter sans cesse de nouvelles choses, etc. Tu vois, il y a un côté plaisir futile et rapide et contrôlable au fait d'acheter des conneries. Après, moi, j'ai une règle qui me sert pas mal. Je pourrais pas dire que je suis minimaliste parce que j'ai quand même plus de 100 objets chez moi, mais pour autant, je m'efforce de vendre ou de donner tout ce que j'ai pas utilisé dans l'année. Donc au moins je n'ai que des objets que j'utilise chez moi. Et d'ailleurs, pour la parenthèse, le fait d'avoir une fille, ça a un peu changé mon paradigme à ce sujet-là parce que on a reçu plein de cadeaux, de jouets, etc. Et c'est super gentil, hein, mais du coup on est débordé, de jouets. Il y en a beaucoup trop que ce qu'elle ne pourra utiliser dans toute son enfance. Et voilà, donc ça a un petit peu cassé cette volonté. Mais en tout cas, je te rejoins. C'est le fait d'avoir peu d'objets déjà, ça te permet d'avoir besoin de gagner moins d'argent pour en acheter. Et donc potentiellement de passer plus de temps à découvrir la vie, à vivre des expériences. Aujourd'hui, je partageais dans une newsletter il y a pas longtemps où je disais on a beaucoup plus facile aujourd'hui à dépenser de l'argent pour acquérir des biens matériels et des preuves sociales que pour vivre des moments qui laisseront des souvenirs impérissables dans nos mémoires. Et c'est quand même un petit peu dommage. Et en plus, toutes ces possessions-là, elles nous rendent aussi prisonniers. Parce que surtout si tu les as payées cher, tu vas avoir peur de les abîmer. Et donc je te parlais un peu de ma voiture tout à l'heure. C'est pas une voiture de luxe, c'est une BMW. Enfin voilà, elle est bien, mais sans être exceptionnelle. C'était une occasion, etc. Et pour autant, quand ma femme elle l'utilise, qu'elle va au cheval et qu'elle fout plein de boue sur les sièges, etc. en cuir, ça m'énerve. Et c'est quand même con que des objets t'énervent parce que tu te dis ils ont une valeur intrinsèque, etc. Je suis en train de les abîmer, ils sont, tu vois. Et même il y a des gens qui pourraient être pires que moi et qui se diraient putain, j'ai fait 10 000 kilomètres cette année, elle a dû perdre 10% de sa valeur, etc. Et c'est pareil avec tes vêtements. Tu vas te promener, etc. Tu vas pas vouloir les salir ou les abîmer parce qu'ils valent de l'argent. Et donc tu vois, tu te rends compte, tu finis par être esclave des choses. Donc déjà tu passes beaucoup de temps à gagner de l'argent pour te les acheter et après elles te rendent esclave parce que t'as peur de les abîmer, t'as peur de les user, etc. C'est quand même dommage. Alors que je pense que ce qui te rend fondamentalement heureux, c'est justement, comme tu le disais tout à l'heure, vivre de nouvelles expériences, partager du temps avec des gens que t'aimes, etc. Donc je te rejoins tout à fait dans cette volonté de simplifier sa vie, même si pour autant je trouve que c'est pas toujours évident parce que le marketing est bien fait pour te donner envie d'aller découvrir et d'aller chercher de nouvelles choses. Bien sûr. Et puis, encore une fois, si on parle un peu de l'évolution de l'espèce humaine, et c'est quelque chose qui me passionne en règle générale, au niveau mouvement, au niveau psychologie, mais aussi au niveau social. On a été des nomades la plupart du temps. Si tu regardes un peu l'échelle du temps entre l'Homo sapiens sapiens il y a, on va dire, 200 000 ans, et aujourd'hui, la plupart de notre évolution a été nomadique. Et quand tu es un nomade, tu ne peux pas te permettre d'accumuler tout un tas d'objets, parce qu'il faut que
faut que tu les portes. Donc tu ne gardes que les objets essentiels, les objets dont tu as réellement besoin. Et non seulement tu as ce petit groupe d'objets que tu portes avec toi tous les jours ou à chaque fois que tu déménages, mais en même temps, ça te force à apprendre des techniques, ça te force à apprendre à connaître, à avoir une connaissance encyclopédique qui te permet d'improviser n'importe quel outil, n'importe quel nouvel objet dont tu as besoin dans une situation bien particulière. Il y a des écoles de survie aux États-Unis. J'ai fait quelques stages avec eux, avec elles, pardon. Et la démarche essentielle, c'est la connaissance permet d'être indépendant ou en tout cas self-sufficient, autonome. Voilà, merci. Donc la connaissance permet d'être autonome et te permet de réagir un peu mieux dans n'importe quelle circonstance. Quand il s'agit de mouvement, et puisqu'on parle de MoveNat, ou en tout cas on a parlé de MoveNat depuis le début, c'est toujours dommage de voir les gens esclaves du matériel, de l'équipement dont ils ont besoin pour faire n'importe quelle activité. Si tu regardes un petit peu dans le domaine du sport, on va dire que 80% de l'équipement que l'on a en matière de sport et qui finit par encombrer ton garage, ta cave et ton grenier, c'est du matériel lié à la protection. Tu as besoin de chaussures pour protéger tes pieds, tu as besoin de genouillères, de gants, de casques et des choses comme ça pour te protéger. Okay. Est-ce que l'on a réellement besoin de ça ou est-ce que c'est simplement une démarche de sécurité et est-ce qu'on pourrait être capable, par exemple, de courir sans chaussures? Est-ce qu'on pourrait être capable de faire de l'escalade sans ces chaussures d'escalade qui font si mal aux pieds? Est-ce que l'on pourrait être capable de pratiquer un sport sans avoir besoin de porter des gants, un casque et des choses comme ça? On essaie d'améliorer la sécurité, ou en tout cas on pense qu'on améliore la sécurité, mais en même temps on accroît la dépendance liée à l'équipement. Je peux pas faire ça parce que j'ai pas l'équipement nécessaire. Je ne sais pas quelle est ton expérience dans le domaine du ski, par exemple, ou du vélo, des choses comme ça, mais je me rappelle. Je skie avec des skis. Ouais. J'ai jamais essayé de skier pieds nus pour l'instant. Mais quand j'étais gamin et que j'allais au ski, personne ne portait de casque. Même chose pour le vélo. Personne ne portait de casque. Et à un moment donné, il y a eu un changement un petit peu de mentalité et ce désir d'accroître la sécurité qui a dit fais du vélo, fais du ski, tu fais du parachutisme, il te faut un casque. Ok, pourquoi pas? Mais encore une fois, est-ce que ça veut dire que le jour où tu n'as pas ton casque, tu peux pas faire de vélo? Le jour où tu n'as pas ton casque, tu peux pas sauter dans l'avion, etc., etc. Donc, je pense que l'équipement a une part importante dans le sport, mais je pense que cette part devient trop importante à certains moments et les gens deviennent esclaves de l'équipement qu'ils ont ou de l'équipement qu'ils n'ont pas. Est-ce qu'on peut courir rapidement pour sauver sa vie même si on n'a pas de chaussures à ses pieds? Et dans la liste des 100 objets que tu as et que tu transportes d'une maison à l'autre, est-ce que tu comptes les meubles? Ah, j'ai pas de meubles. Ok. Et pourquoi t'as une maison? Tu pourrais vivre dans une tente? Ouais, bah, j'ai aussi une tente de camping. C'est vrai, il n'y a aucun meuble chez toi? J'ai pas de meubles. Personnellement, j'ai pas de meubles. Non. D'accord. Bon, tu nous enverras quelques petites photos de ta maison quand même. Je suis curieux de voir à quoi ça ressemble. Je les mettrai dans l'article lié. Parce qu'il y a toujours un petit article lié au podcast avec des citations, etc., les références dont tu as parlé.
Et comme ça, je pourrais montrer un peu à quoi ça ressemble. C'est Ok, assez original. pas de Et t'es problème. revenu plusieurs fois sur cette idée de sécurité. Et j'en profite pour saisir la perche et revenir justement sur ce sujet de savoir se défendre. Mhm. C'est marrant, je lisais le signe noir, les signes noirs de Nassim Nicolas Taleb, qui a Ah aussi oui, écrit Antifragile. Et ouais, tu ouais. vois, ces signes noirs, c'est des événements qu'on n'avait pas du tout anticipés, mais qui ont un impact majeur. Donc, ils ont peu de chances Mhm. d'arriver, mais quand ils arrivent, ils modifient tout et ils changent tout le paradigme. Et c'est pour ça que les hommes sont très mauvais pour faire des prévisions. Et d'ailleurs, à cet égard, tu vois, le Covid ou la guerre en Ukraine pourraient être des signes noirs. Et donc, je pense qu'on peut faire un parallèle avec la pseudo-sécurité de nos sociétés et le fait de devoir un jour se défendre. Ben, il y a peut-être 90% de chance ou 95% de chance pour que tu sois jamais agressé et que tu n'aies jamais besoin de te défendre. Mais dans le cas où ça arrive, bah, le fait de ne pas être capable de le faire peut potentiellement avoir un impact énorme sur ta vie parce que tu peux potentiellement la perdre. Oui. Est-ce que c'est sous ce type de paradigme que tu penses qu'aujourd'hui tout le monde devrait être capable de d'assurer sa propre sécurité? Je pense que ça a toujours été le cas, hein. Depuis que l'homme est l'homme, il y a eu des conflits à l'échelle individuelle, des conflits à l'échelle tribale, communautaire, des conflits entre pays, etc. Depuis que le premier hominide a trouvé une pierre et l'a lancée contre, l'a, l'a lancée sur quelqu'un d'autre, sur un autre homme, il y a eu cette idée de conflit, il y a eu cette idée d'attaque et de défense, et je pense pas que ça ait changé. Peut-être que l'impression que l'on a changé, mais je pense pas que la mentalité que l'on a ait changé. On est devenu beaucoup plus sociable, ok. On vit en société et par conséquent on a appris un certain nombre de règles pour arriver à vivre en paix dans cette société. Mais notre mentalité en tant qu'être humain n'a pas changé fondamentalement. On a cette illusion de sécurité, et à mon avis c'est une illusion, euh, simplement parce que il nous est rien arrivé, il nous est rien arrivé récemment, ok, rien arrivé de grave, personnellement. Si on regarde les infos ou si on regarde un petit peu ce qui se passe autour du monde, il y a constamment des conflits à l'échelon individuel, mais à l'échelon de pays, etc. Mais ça ne nous concerne pas directement. Je veux par là que c'est pas quelque chose qui nous est arrivé personnellement. Et par conséquent, on a l'impression que bon, tout va bien. Ce qui se passe, c'est loin. Ce qui se passe, c'est anecdotique. En réalité, ça arrive tous les jours, tout le temps, partout. Et un jour ou l'autre, ça peut nous arriver à nous aussi. Cette notion de sécurité est un peu trompeuse, à mon avis. Et il suffit de regarder un peu les statistiques dans n'importe quel pays pour s'apercevoir que tous les jours il y a des agressions, tous les jours il y a des meurtres, tous les jours il y a des viols, tous les jours il y a des, des invasions domestiques, je ne sais pas si c'est le terme en français, des gens qui rentrent dans ton domicile pendant que tu es en train de dormir et qui décident de faire ce qu'ils ont envie de faire, soit d'un point de vue matériel, soit d'un point de vue humain. Et ces statistiques, on a tendance à les ignorer parce que c'est confortable quelque part. On n'a pas envie de confronter la réalité, et la réalité, c'est que les conflits humains, ils ont toujours existé et ils existent toujours. On n'a pas cette impression de danger, mais il y a peut-être 200 ou 300 ans, si on allait d'un village à l'autre en France, on pensait, oh, il y a peut-être des loups, il y a peut-être des brigands, il y a peut-être quelque chose qui peut nous attaquer. On n'a pas cette impression aujourd'hui, mais si on va d'un village à l'autre aujourd'hui, on a quand même des risques,
Et ce risque, il est peut-être différent, il est peut-être d'avoir un accident de voiture, il est peut-être de rencontrer quelqu'un qui a pas forcément des intentions louables, mais c'est moins présent dans notre esprit. On veut pas y penser. Et si on veut pas y penser, c'est facile de mettre ça de côté, de l'oublier, de se dire que non, il y a rien ne peut nous arriver. Et à mon avis, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Et tu penses qu'en 2 jours et demi, tu peux réussir à acquérir suffisamment de connaissances et de réflexes pour prendre en main ta sécurité personnelle? Je dirais que oui, parce que c'est pas en 2 jours que tu fais ça, c'est depuis que tu es né que tu fais ça. Okay, de façon complètement intuitive. Le rôle du cerveau humain, c'est de répondre constamment à une question qui est: est-ce que je suis en sécurité là, juste maintenant, au moment présent? Est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que le plafond au-dessus de ma tête risque de me tomber dessus ou pas? Apparemment non, c'est bien construit. Je suis dans une chambre d'hôtel et ça a l'air plutôt solide. Est-ce que la personne qui est en face de moi est agressive ou pas? Non, apparemment tout va bien, on est cool. Est-ce que l'environnement dans lequel je suis me permet de vivre tranquille sans aucune menace? Oui, peut-être, non, peut-être, mais ça se fait de façon inconsciente. Le cerveau, il est constamment en train de regarder des tonnes d'informations qui nous arrivent par nos sens et de répondre à cette question sans même qu'on y pense. Et le but de ces 2 jours de stage, c'est de prendre conscience de toutes ces questions et c'est éventuellement de voir arriver une situation qui n'est pas forcément une situation favorable. C'est facile de marcher dans la rue, c'est facile d'avoir la tête dans son téléphone et de prêter attention à absolument rien d'autre que son compte Facebook. Mais c'est probablement beaucoup plus prudent de regarder autour de soi et de se dire: oh là, cette voiture, est-ce que je vais me faire écraser? Ou ce type là-bas qui est appuyé contre le mur et qui me regarde bizarrement, est-ce que c'est une menace ou pas? Qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que je suis au bon endroit dans la rue? Est-ce que je devrais traverser? Est-ce que je devrais faire demi-tour, etc. Et il y a un truc qui est fabuleux dans le monde moderne, c'est YouTube. Et YouTube te permet d'avoir accès à tout un tas de vidéos, circuits fermés, etc., que tu trouves un peu partout dans toutes les villes maintenant. Et il suffit de regarder une ville où il y a beaucoup de caméras, comme Londres par exemple, qui est une des villes les plus surveillées au monde, et de faire une recherche sur YouTube de caméras de sécurité et de regarder un peu les agressions. Et les agressions qui sont typiques, et il y en a des tonnes sur YouTube, les agressions typiques, c'est la personne qui marche dans la rue sans faire attention à quoi que ce soit. Okay. Marche dans son monde, dans son téléphone, dans ses écouteurs, dans son podcast. Voilà. Oh, c'est de ta faute. Et tout à coup, 1 ou 2 ou 3 agresseurs lui sautent dessus. Et ça arrive en quelques secondes. Et dans quelques secondes, tu vois cette personne au sol, après avoir reçu quelques coups, et son portefeuille est parti, son sac à main est parti, hop, et les agresseurs sont partis aussi. En d'autres termes, un tout petit peu d'attention sur ce qui se passe autour de soi permettrait un peu d'anticiper ce problème. On est doué d'un instinct très performant, parce que cet instinct est le produit de toute une évolution de plusieurs centaines de milliers d'années. Et cet instinct, on a tendance à vouloir l'étouffer un peu.
parce qu'on est dans un monde social, parce que y a jamais rien qui nous est arrivé dans notre vie, on a tendance à se dire non, rien ne peut m'arriver. Et même si notre instinct nous dit oh, j'aime pas cette personne, on a tendance à se dire je me fais des idées. Ou alors c'est pas bien de juger les gens juste sur leur apparence. Des choses comme ça. On imagine mal une gazelle ou un troupeau de gazelles au milieu de la savane africaine, et puis il y a une gazelle qui entend un bruit, et ce bruit, ça pourrait être un lion qui est en train de s'approcher, mais la gazelle se dit non, c'est probablement rien du tout, je me fais des idées. Non, on se fait pas d'idées. On a un instinct, et cet instinct, il est très performant, il est solide. Il faut lui faire confiance. Okay. Et le but de ces deux jours de stage, c'est d'abord de faire confiance à son instinct et de voir la situation arriver. Et ensuite de réagir face à ça, bien sûr. Mais il y a plein de façons de réagir. On peut réagir en faisant demi-tour et en s'en allant. On peut réagir en essayant de tempérer la situation, de discuter. On peut réagir en annihilant cet effet de surprise que les gens expérimentent quand ils ont la tête dans le téléphone et tout à coup il y a deux voyous qui sont en train de les tabasser. Il y a plein de façons de réagir. Mais tout ça, c'est pas quelque chose qui se fait en 2 jours. C'est quelque chose qu'on a fait depuis qu'on est tout petit. Ouais, c'est très intéressant. Je vais te raconter une petite anecdote qui m'est arrivée à Barcelone lorsque j'étais plus jeune et que je faisais pas mal la fête. Et donc, on avait évidemment trop bu. On était dans un état relatif d'ébriété avancé, on va dire. Et donc, on rentrait à notre appart et il y a des gens, des Espagnols, mais qui parlaient français, qui commençaient à nous parler, etc. Et donc, on avance comme ça. Et puis, tu vois, l'ambiance était plutôt détendue et agréable. Et puis, tout d'un coup, il y en a un, je le vois mettre sa jambe entre les jambes de mon petit frère. Et là, j'ai reconnu une situation qui m'était arrivée quelques années plus tôt à Bruxelles, où quelqu'un m'avait fait ça et qui me demandait son chemin pour me voler mon portefeuille dans ma poche arrière. Et en fait, il a détourné mon intention en mettant sa jambe à cet endroit-là. Et moi, je me suis dit qu'il avait des pensées homosexuelles, alors qu'en réalité, c'était juste une façon de distraire mon attention pour me voler mon portefeuille. Et là, je partage ça surtout pour ça, mon cerveau, en une fraction de seconde, est revenu dans un état d'hypervigilance, tu vois, d'un état d'ébriété où j'étais un petit peu dans le monde, etc. Je suis revenu, mais dans le moment présent, avec mes sens décuplés, tu vois, c'est vraiment le système sympathique à fond, en mode combat-fuite, les pupilles, etc. J'avais une perception du monde autour de moi qui était extrêmement accrue, tu vois, et je l'ai attrapé. Et lui, il a pas compris ce qui lui arrivait parce qu'il était convaincu qu'on était éclaté et que jamais on se rendrait compte de quoi que ce soit. Il a été tellement surpris et il a eu tellement peur par sa surprise de voir cette réaction hyper rapide, etc., qu'il est parti qu'il nous a laissé le téléphone et il est parti en courant avec ses potes et ils ont même pas essayé de se battre, tu vois. Et j'ai vu la surprise et la peur dans ses yeux parce qu'il était convaincu de réussir son coup. Et là, dans une fraction de seconde, et je partage ça vraiment pour témoigner de la force du cerveau, le cerveau et de cet instinct dont tu parlais aussi, parce que là, c'est pas mon esprit conscient qui a analysé la situation, qui se dit c'est peut-être bizarre, etc. Pas du tout. Là, ça a pas eu le temps de monter à la conscience. C'est mon cerveau qui a reconnu un pattern, qui a catégorisé ça comme un danger et qui a réagi de façon réflexe, automatique, d'une efficacité incroyable, quoi. Tout à fait. Mais j'ai plein d'exemples. J'ai plein d'exemples comme ça, mais le truc, c'est que si tu fais pas attention à ce qui se passe autour de toi, tu vois pas les choses arriver. C'est simple. Il y a plein de raisons pour lesquelles tu ne fais pas attention à ce qui se passe autour de toi. Comme je disais, tu peux avoir ton attention concentrée sur quelque chose d'autre, comme ton téléphone. Tu peux être sous l'emprise de l'alcool ou de drogue. Ou bien simplement tu es dans une situation où tu as confiance dans la personne qui t'approche. L'exemple classique, c'est quelqu'un qui a l'air de rien et qui te demande son chemin dans la rue.
Euh, L'idée, c'est que plus tu as d'expérience, et ces expériences, tu les acquiers dans la vie, mais aussi durant ces stages, plus tu as d'expérience et plus tu as de possibilités, ou plus tu as l'opportunité de réagir rapidement. Okay. Juste pour rebondir sur l'exemple que tu m'as donné, il y a un certain nombre d'années de ça, j'étais à Caracas, au Venezuela, avec un ami, et on marchait dans la rue, et il n'y a pas de secret. Si tu n'es pas du pays, c'est très difficile de ne pas ressembler à un touriste. Ok, il y a une espèce. Forcément. Ouais, il y a et ça pourrait être soit d'apparence physique. C'est pas la même race, c'est pas la même taille, c'est pas la même. Okay, c'est difficile de passer inaperçu pour moi dans un pays africain ou en Asie, voilà. Mais aussi, même dans un pays où tu pourrais, d'un point de vue physique, ressembler aux locaux, il y a aussi quelque chose qui te distingue. C'est peut-être la façon dont tu marches, c'est peut-être la façon dont tu es habillé, c'est peut-être la façon dont tu regardes autour de toi, ou c'est peut-être tout simplement le langage. Et donc, je marchais dans la rue avec ce pote à Caracas, et je fais relativement attention à ce qui se passe dans la rue quand je marche, et lui, pas du tout. Et tout à coup, j'ai vu 3-4 gamins arriver et marcher vers nous, et l'un d'entre eux avait une espèce de gros carton dans les mains, et il s'est arrêté juste en face de mon pote. En gros, il lui a bloqué le passage. Et je me suis dit, oh, là, il y a quelque chose qui arrive. Mon pote n'a rien vu du tout. Mais tout à coup, il y a eu ces 4 gamins étaient autour de lui. Et avant même qu'il ait eu le temps de réagir, l'un avait pris son portefeuille, l'autre avait pris, il avait une espèce de petit sac à la main. Et parce que je l'ai vu peut-être 1 seconde ou 2 secondes avant lui, j'étais capable de réagir. J'ai sauté sur le type qui avait pris son portefeuille, et par chance, le gamin a lâché le portefeuille, et j'ai mis le pied dessus et je l'ai gardé. Okay. Donc, les 4 gamins sont partis dans 4 directions différentes en courant. On n'a pas essayé de les rattraper ou quoi que ce soit, mais c'est pour te dire que plus tu as d'expérience et plus tu fais attention à ce qui se passe autour de toi, et plus tu vas reconnaître ces schémas, parce que les schémas, ils sont toujours les mêmes. Si tu veux surprendre quelqu'un, si tu veux lui tendre une embuscade, il y a quelqu'un qui vient en face de toi et qui te pose une question, okay, où est la rue machin, ou t'aurais pas 1 euro pour me dépanner, ou quelque chose comme ça. Et il y a 1 ou 2 autres personnes qui arrivent derrière, et en dehors de ton champ de vision périphérique, et à partir de là, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Donc, le but de ce stage combatif dont tu parlais tout à l'heure, c'est vraiment d'aider les gens à reconnaître ces schémas. Parce que plus tu les reconnais tôt, plus tu es capable de réagir rapidement. Donc oui, en 2 jours, on peut faire tout un tas de choses, ouais. Ouais. Ouais, donc l'idée, c'est pas tant d'apprendre des techniques de combat, etc. avancées, c'est plutôt d'essayer d'aiguiser ton sens de l'observation et de donner quelques clés faciles à utiliser pour se sortir de situations que tu as découvertes et que tu as anticipées. Tout à fait. Il y a des techniques de self-defense, il y a des techniques de combat, des techniques qui se font debout, des techniques qui se font au sol, au cas où tu tombes, etc. Mais une grosse partie du stage, c'est aussi d'apprendre à anticiper le problème. Et alors, sur ton site, j'ai vu qu'une de tes baselines, c'était en gros être fort et résilient après 40 ans ou après 50 ans. Du coup, tu considères que est-ce que le vieillissement est inexorable? Et sinon, qu'est-ce que tu mets en œuvre comme habitude de vie pour justement rester au mieux de ta forme malgré les années qui passent?
Le vieillissement, oui, il est inexorable et pour le moment, on n'a pas encore trouvé de moyen de l'arrêter. Et je ne sais même pas si ce serait une bonne chose. Je pense que une vie, c'est une progression et à un moment donné, tu acquiers une sagesse, tu acquiers une expérience que tu n'as pas autrement. Mais on a tous tendance à se dire, ouais, j'ai pas envie de devenir vieux. Et c'est généralement une vieillesse physique, pas une vieillesse mentale. On pense très souvent au physique, en particulier chez les hommes qui ont eu à un moment donné, qui ont été à un moment donné au pic de leur forme, de leur force, etc. Et il y a un déclin, oui, tout à fait, il y a un déclin, et c'est normal. D'un autre côté, je pense que ce déclin, il peut être relativement lent. À partir du moment où tu t'entretiens physiquement, tu continues à bouger, tu continues à utiliser ta force et à l'accroître. Tu continues à être explosif, et j'entends explosif en termes de puissance et de vitesse. Tu t'entretiens en faisant attention à ton alimentation, en t'assurant que ton hygiène de vie est bonne tous les jours, ou en tout cas la plupart du temps. Tu peux freiner ce déclin physique en faisant aussi attention à ton mental, parce que le mental est très important. On dit souvent que l'âge, c'est juste un nombre, et à mon avis, c'est vrai dans une certaine mesure. Et à partir du moment où on se laisse vieillir, on vieillit bien plus rapidement que si on combat ce vieillissement à tous les points de vue, à tous les échelons. Ouais. Donc ouais, il y a tout un tas de choses, d'étapes et de conseils de vie à suivre de façon régulière pour rester, j'espère, en bonne forme. Ouais, sur la partie cognitive, enfin sur le fait de se laisser vieillir, j'aime bien l'exemple de Clint Eastwood qui à 91 ans a décidé de retourner un film parce que c'est sa passion. Et moi, je suis convaincu que si tu donnes une raison au corps et au cerveau, il continue. Et c'est justement le fait de déposer les armes, le fait de lui dire bon bah voilà, je suis fatigué, etc. Je reste posé sur mon canapé à lire des bouquins et puis j'attends que la mort arrive, que tu te dégrades le plus vite et que tu finis par effectivement mourir parce que tu l'attends et qu'en fait t'es résigné, t'as plus d'élan vital, il y a plus rien qui te motive à faire des efforts et qui motive le corps à continuer à faire ses efforts. Et tu parlais du fait de s'entretenir, notamment du sport, de l'explosivité, de la force. Ça paraît simple entre guillemets pour des gens qui ont toujours fait du sport, qui ont déjà un bon physique, etc. Mais pour quelqu'un qui s'y mettrait à 50 ans ou 60 ans, qui serait déjà un petit peu verrouillé de partout, avec des douleurs de dos, qui est resté en position assise au bureau toute sa vie et donc qui a les muscles à moitié raccourcis, qui est tout bloqué et qui a pas de masse musculaire, etc. Comment est-ce que tu arrives à le réathlétiser, à lui redonner aussi le goût de cette réathlétisation et lui permettre de développer justement cette force et cette explosivité qui lui permettrait d'avoir une autonomie beaucoup plus longue? Je pense que l'hygiène de vie, la forme physique, c'est comme tout, c'est une habitude. Et c'est vrai que si tu as pratiqué ça toute ta vie, c'est plus facile de continuer à avoir cette habitude que si tu t'y mets à 50 ans ou à 60 ans. Mais c'est comme toutes les habitudes, c'est comme toutes les routines. Il faut commencer à un moment donné, se dire, il faut être motivé d'abord. Okay, s'il n'y a pas de motivation, rien ne se passe. Et cette motivation, elle peut être, elle est très différente en fonction des individus. Tu parlais tout à l'heure du fait que la motivation te permet de pas te laisser mourir, de pas te laisser vieillir. Il y avait une étude qui avait été faite dans des maisons de retraite et il comparait deux groupes de sujets. Un groupe témoin qui n'avait aucune responsabilité, si ce n'est de vivre, manger et regarder la télé et éventuellement jouer et être sociable avec les autres membres de la communauté.
et un autre groupe à qui on avait donné des plantes vertes à s'occuper. Voilà. Et c'était leur seule responsabilité. C'est pas une grosse responsabilité, mais ça a tellement joué sur leur motivation. Ils avaient quelque chose qui les motivait, quelque chose qui les poussait à se lever chaque matin et à prendre soin de ces plantes vertes, que d'un point de vue purement physique, la deuxième catégorie de personnes a vu des améliorations conséquentes. La motivation, c'est 80% c'est 80% de la démarche. La motivation, c'est ce qui va te permettre de te lever le matin et de te dire « Ok, j'ai jamais fait de sport ou jamais fait d'activité physique dans ma vie, mais aujourd'hui, je vais passer 5 minutes à faire quelque chose. » Et même si c'est que 5 minutes, c'est toujours mieux que rien. Et ces 5 minutes, au bout de quelques semaines, ça va peut-être devenir 10 minutes ou 20 minutes ou quoi que ce soit. C'est vrai que moins on a fait d'activité physique et moins on est en bonne santé durant toute sa vie, plus c'est difficile de commencer à un moment donné, surtout quand on a 50 ou 60 ans. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ça veut simplement dire qu'on part d'un point de départ qui est en dessous de ce qu'on pourrait espérer de quelqu'un de cet âge. C'est intéressant cette technique des mini-habitudes. J'avais lu un bouquin là-dessus justement qui disait que tu avais beaucoup plus de chances d'ancrer une nouvelle habitude et d'en faire une routine si tu commençais par quelque chose d'extrêmement simple sur lequel tu peux pas échouer, mais que tu faisais tous les jours. C'est-à-dire, et il prenait l'exemple de faire, plutôt que d'essayer de faire un running 3 fois par semaine 20 minutes, d'essayer juste de faire une pompe par jour tous les jours. Et en fait, au bout d'un moment, tu as de nouvelles voies neuronales qui se créent et après, t'as même plus besoin de motivation, c'est devenu une habitude. Et une fois que l'habitude elle est ancrée, bah c'est facile d'augmenter le volume. Mais il faut d'abord créer cette habitude. Il y avait encore une fois, en parlant de motivation et d'habitude, il y a plusieurs organismes aux États-Unis qui s'occupent de ça et qui aident les gens à améliorer leur hygiène de vie. Et la première étape, le premier pas, c'est de dire, ok, tous les jours, tu vas à la salle de gym. Tu fais rien, mais tu vas à la salle de gym. Voilà. Donc tous les jours, tu te lèves, soit tu marches, si la salle de gym n'est pas trop loin, soit tu prends un vélo ou une voiture, et tu vas à la salle de gym. Et tu as payé ton abonnement, tu rentres dans la salle de gym, tu regardes autour, et tu t'en vas. Okay. Ça, n'importe qui peut le faire. Okay. Et c'est pas une question de forme physique, c'est pas une question de douleur articulaire, c'est pas une question de poids ou quoi que ce soit. Tout le monde peut faire ça. Et la plupart des gens font ça 2-3 fois. Au bout de 2-3 jours, ils disent c'est stupide de venir ici et de rien faire. Donc ils commencent à regarder, faire quelque chose. Peut-être qu'ils font une machine ou un truc comme ça, ou ils essayent de faire quelque chose. Mais ce premier pas est décisif. Parce qu'ils ont créé l'habitude d'aller à la salle de gym. Et peut-être qu'ils vont y rester que 5 minutes et faire quelque chose, et c'est toujours mieux que rien. Et peut-être qu'au bout de quelques semaines, ils vont y rester un peu plus, parce que l'habitude est ancrée. Ça me fait penser à une autre histoire d'un gars que j'avais entendu et qui faisait des runnings, et il se levait à 6h du matin pour aller faire ses runnings, même en hiver, même quand il pleuvait, etc. Et le gars qui répondait lui demandait... comment est-ce que tu arrives pour trouver la motivation tous les matins à 6h d'aller courir dehors malgré les fois où il pleut, où il y a du vent, etc. Et puis il disait, c'est très très simple. Je me pose la question de si je vais aller courir ou pas une fois que je suis dehors avec mes chaussures et ma tenue de sport. Plutôt que de me la poser dans mon lit quand je suis en train de me réveiller et que j'ai la flemme de me lever. Et donc, parce que quand tu es dans ton lit, tu vas bien au chaud, etc., c'est sûr que, bon, dans la balance, c'est pas facile de choisir. Mais quand tu es déjà tout habillé dehors, prêt à y aller, bah là, tu te poses la question... bah, dans 99% des cas, tu vas y aller, quoi. Tu vas pas dire, bah non, c'est bon, je me déshabille, je vais me recoucher, tu vois. Ouais, tout à fait. Non, c'est bien. C'est bien. Et d'ailleurs, pour toi, la discipline, c'est simplement des habitudes qui sont bien ancrées? Pas du tout. Pas du tout. J'ai horreur des habitudes.
j'ai vraiment horreur des habitudes. Euh, Mais par contre, t'es j'essaie... discipliné. Ouais, tout à fait. Ça, par contre, oui, relativement. Pas toujours, mais relativement. Mais depuis toujours, j'essaie de chasser un peu les habitudes que je peux avoir dans ma vie, et à tous les niveaux. Et ça devient presque une blague. Je veux dire par là que je regarde la façon dont je m'habille, dont je boutonne ma chemise, et je me dis, ah ok, je fais toujours ça de la même façon. Je mets toujours le bras droit en premier, puis après le bras gauche, et je commence par le bouton du haut, etc. Ok, eh ben, on va changer ça. Voilà. Euh, Se brosser les dents de la main gauche, parce que je suis droitier, ou me raser, j'utilise un rasoir, comment ça s'appelle, un coupe-chou, voilà, en français, pour me raser le crâne. Ok. Euh, Maintenant, je le fais de la main gauche. La première fois que je l'ai fait, ok, c'était pas forcément très beau. T'avais Bon. la tête toute rouge. Ouais, un peu, ouais, un peu. En tout cas, il y a eu quelques petites coupures. Mais encore une fois, j'essaie de chasser les habitudes que je peux avoir dans ma vie, parce que les trucs que je fais de façon automatique, ça me permet pas de m'améliorer. C'est juste quelque chose que je sais faire, une technique que je sais faire, un geste, un mouvement que je sais faire. Et par conséquent, si je fais toujours le même, il n'y a aucune amélioration, il n'y a aucun challenge. Donc j'essaie de régulièrement de regarder dans ma vie ce que je fais, la façon dont je croise mes jambes, la façon dont je conduis ma moto, la façon dont je marche, etc. Et j'essaie de remettre ça en question constamment. Donc non, je suis pas franchement habitude. Et la discipline alors? La discipline, encore une fois, la discipline, c'est juste une question de motivation. Si j'ai envie de faire quelque chose, je serai discipliné pour ça. Et si j'ai pas envie, je trouverai, comme n'importe qui, je trouverai 300 excuses pour pas le faire. Voilà. Oui, mais il y a des choses que tu fais parce que tu sais qu'elles sont potentiellement bonnes pour toi ou qu'elles vont te permettre d'atteindre un objectif, alors que pour autant, elles t'amusent pas forcément. Oui, bien sûr. Et je pense qu'on est tous pareils. Hein. Il y a des jours où t'as pas envie de bosser, ou il y a des jours où t'as pas envie de faire telle ou telle chose, mais tu le fais parce que tu sais qu'il faut le faire. Voilà. Mais encore une fois, il y a des méthodes pour essayer de se motiver. Et je vais dire que la plupart du temps dans ma vie, j'ai réussi, et il y a peut-être un peu de chance là-dedans, mais j'ai réussi à ne faire que des choses qui soit m'amuser, soit me motiver, soit... Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, t'as Soit de la chance. m'amuser, soit me Je te motiver. le Ouais, confirme. ouais, tout à fait. Mais encore une fois, voilà, c'est une façon de vivre. Euh, et d'un point de vue professionnel, ça a été presque tout le temps comme ça. J'ai eu des moments où, oui, ok, j'étais obligé de faire des choses qui m'amusaient pas forcément, mais en règle générale, j'ai été suffisamment chanceux euh, pour faire ce qui m'amuse et ce qui me motive de façon professionnelle. Ouais. C'est intéressant en tout cas ce que tu partages sur les habitudes et j'en reviens un peu à cette notion d'antifragilité dont on parlait plus tôt. Mais clairement, le fait de pas avoir de routine, de pas avoir d'habitude, ça te rend extrêmement adaptable. Et pour autant, moi à l'inverse, initialement, j'étais pas quelqu'un de très routinier. Et pour autant, j'ai mis en place beaucoup de routines et d'habitudes qui sont très précises, très bien cadrées dans ma vie Ouais. parce qu'elles me permettent de faire beaucoup plus de choses. Je suis quelqu'un d'extrêmement passionné, de très curieux, et je l'ai dit un petit peu en intro, en off, avant qu'on démarre le podcast. Je mène plusieurs vies en parallèle, on va dire, et le fait d'avoir des habitudes et des routines bien ancrées me permettent d'une part d'optimiser de façon très intense mon temps et Ouais. pour pouvoir adresser toutes ces choses qui m'animent. Ensuite, de diminuer la charge mentale que peuvent me demander le fait de prendre des décisions, parce que du coup, il y a des blocs qui sont bloqués dans mon agenda, etc. à certains moments, et je dois pas me demander, ah tiens, quand est-ce que je vais faire ça, quand est-ce que je vais faire ça, et j'ai pas le stress non plus de me dire, ah, est-ce que j'aurai le temps de faire ceci ou de faire cela. Non, c'est cadré, c'est calé, c'est à ce moment-là, et ça sera fait. Donc, il y a ce deuxième avantage-là. Et le troisième, il est lié à mon sommeil.
Et justement, c'est le parfait paradoxe, je trouve. C'est que initialement, j'avais pas un très bon sommeil et donc j'ai beaucoup travaillé à l'optimiser. Et du coup, maintenant, j'ai toute une routine pour me coucher, etc., qui me permet de bien dormir. Et du coup, je passe des super nuits et j'ai plein d'énergie dans la journée pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Mais pour autant, dès lors que je sors, et c'est là où on voit la limite du truc, et c'est là où justement mon modèle est pas antifragile, c'est que dès que je sors de cette routine et de cette habitude, bah, j'ai un moins bon sommeil. Et tu vois, et donc j'ai perdu cette capacité à m'adapter à un contexte de sommeil qui soit moins favorable. Et pour autant, ça m'arrive de m'y confronter, tu vois, quand je fais des randos, quand je fais, je fais un peu d'alpinisme. Enfin, j'ai fait un 4000 mètres l'année dernière, puis là, je vais faire le Mont Blanc. Enfin voilà, j'ai des cas comme ça où là, j'ai fait une semaine en Italie, pardon, de yoga Tumo. C'est le yoga du froid où tu t'exposes beaucoup au froid, etc. Bah voilà, là, je suis pas dans mon milieu naturel, je peux pas faire mes routines, etc. Et du coup, bah, donc je suis obligé de m'adapter et je m'adapte, mais la conséquence, c'est que je dors moins bien, quoi. Ouais, bah, c'est un peu le principe dont je parlais. La raison pour laquelle j'essaye de chasser un petit peu toutes mes habitudes, c'est pour être le plus flexible. Okay, Oui, c'est bon, ça se dit. Ouais, le plus flexible, merci. Le plus flexible, le plus adaptable possible. Et je pense que j'ai réussi à faire ça de façon assez satisfaisante en règle générale, parce que je voyage beaucoup. Et si j'ai une routine durant mes voyages, cette routine va partir en vrac et je serai pas capable de m'adapter. Donc voilà, il y a la limite, il y a des limites aux habitudes et au succès de ces habitudes. J'entends pas. Et non, c'est très bien, t'inquiète pas. Pour la petite parenthèse, du coup, Vic habite aux États-Unis depuis quoi, 15 ans? 12 ans? 12 ans. 12 ans, tu m'as dit. Voilà, 12 ans. Et en donc, dehors de France depuis plus de 20 ans maintenant. Ouais. Voilà, donc ça fait 20 ans qu'il parle plus français et pour autant, heureusement, il en a pas perdu une miette. Mais donc, c'est pour ça que je me permets de le rassurer quand quand il a un doute sur la qualité de ses phrases. Ne t'inquiète pas, tout le monde te comprend. En tout cas, moi, je te comprends, donc c'est bien parti. Bon, c'est déjà Et pas mal. on a été un petit peu dans l'âge avancé du spectre. Maintenant, si on s'intéresse aux enfants, c'est une question que j'aime bien poser à mes invités, d'autant plus que tu m'as dit que tu étais papa de 2 enfants. Qu'est-ce que tu as envie de leur transmettre? Qu'est-ce qui sont pour toi les choses fondamentales que tu aimerais leur apporter pour leur offrir le meilleur départ dans la vie possible? Encore une fois, il y a eu pas mal. Je suis toujours intéressé par les études qui sont faites à droite à gauche sur l'évolution, etc. Il y a eu une évolution dans la société qui est que de plus en plus de jeunes garçons sont élevés dans une famille sans père. Okay, et je pense que l'importance du père dans l'évolution d'un garçon est primordiale. Donc, ce que j'aimerais apporter en règle générale aux enfants, et encore une fois, je m'intéresse, bon, ça va sembler bizarre, je m'intéresse aux garçons. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais je m'intéresse à l'éducation des garçons, simplement parce que le père est capable de leur apporter quelque chose que la mère ne peut pas leur apporter. Bon, parce que elle veut pas, mais parce qu'elle n'a pas cette expérience. Et je pense que c'est important d'avoir une espèce de modèle quand on est un jeune garçon et qu'on veut devenir un homme à un moment donné. Et ce modèle, c'est un modèle que peu de femmes peuvent partager. Les valeurs qui sont des valeurs purement masculines. Et encore, c'est pas parce qu'une femme ne peut pas les avoir, mais c'est parce que c'est complètement ancré dans la psychologie des hommes en règle générale, cette idée de force, cette idée de courage, cette idée de pousser un peu les limites, etc. Et je pense que s'il y a quelque chose à partager avec la génération qui vient, c'est de les aider à comprendre que
c'est normal pour un garçon, pour un jeune garçon de se battre. C'est normal pour un jeune garçon de vouloir grimper aux arbres. C'est normal pour un jeune garçon de vouloir avoir cette idée de compétition. C'est normal pour un jeune garçon de vouloir se mesurer avec d'autres garçons et de montrer qu'on est capable de faire quelque chose que les autres ne peuvent pas faire, etc. Ça fait partie de l'apprentissage normal que l'on a eu depuis, encore une fois, le début de notre présence sur cette planète. Il y avait, jusqu'à très récemment, il y avait cette espèce de rite d'initiation qui a disparu d'une façon ou d'une autre. Le jeune garçon qui voulait montrer que maintenant, à l'âge de, je sais pas, 12 ans, 15 ans ou plus tard, montrer qu'il était devenu un homme et pouvoir prouver aux hommes de la communauté que maintenant il était l'un d'entre eux, devait passer par une espèce de rite d'initiation qui pouvait varier considérablement d'une culture à l'autre. Okay. Et ça, on va dire, complètement disparu. Et ça a été remplacé par pas grand-chose. Okay. Les seuls rites d'initiation qui existent toujours dans le monde, en tout cas dans le monde occidental, c'est faire partie d'un gang, faire partie d'un groupe de gars qui font des trucs un peu bizarres, un peu extrêmes. C'est essayer de montrer de façon un peu gauche, un peu maladroite que on est passé de l'état d'enfant à l'état d'adulte. Et je pense que s'il y a quelque chose à faire, c'est probablement quelque chose dans ce domaine-là. Et si le garçon a envie d'être fort, d'être courageux, de faire des choses un petit peu extrêmes, etc., tu penses que c'est quelque chose de génétique ou bien que ça vient d'un conditionnement de la société, etc. Tu vois, il y a un courant de pensée qui dit que, en gros, si les hommes ils aiment bricoler et les femmes elles aiment les poupées, c'est parce qu'on offre aux petits garçons quand ils sont enfants des faux tournevis et des faux marteaux, et aux filles quand elles sont bébés, des poupées et des trucs roses. Je ne pense pas. Tu penses pas que c'est génétique? Je pense que c'est profondément ancré dans notre dans notre patrimoine génétique, si tu veux. Le rôle de l'homme dans la société, mais c'est pas récent du tout. Ça a toujours été comme ça. Le rôle de l'homme dans la société, ça a toujours été d'être un peu plus un protecteur, d'être un peu plus un fournisseur. Et fournisseur, j'entends par là quelqu'un qui fournit ce qui est nécessaire à sa famille pour sa subsistance et pour sa sécurité. Et ces notions-là, elles ont toujours été, principalement parce que, d'abord d'un point de vue purement physique, en règle générale, le mâle de l'espèce est plus grand et plus fort que la femelle de l'espèce, d'un point de vue purement biologique. Okay. Et je pense que ça nous a conditionnés, nous en tant qu'hommes, à avoir un rôle de protecteur plutôt qu'un rôle de, je ne sais pas. Après, c'est vrai que si tu regardes comment ça se passe chez les autres mammifères, le mâle est généralement effectivement plus fort, plus téméraire, etc. Mm-hmm. Donc cette idée de courage, de force, d'être un protecteur, etc. Je pense que ça a toujours été le cas, et c'est pas par hasard. Okay, c'est pas une histoire de société, c'est pas une histoire de conditionnement. On peut combattre ça, on peut essayer de changer ça, mais
mais au bout d'un moment, ça revient toujours. Et toutes les expériences qui ont été tentées, de changer un petit peu ce patrimoine génétique, si tu veux, de changer un peu le conditionnement, ça ne dure jamais, ça ne tient pas à long terme, voilà, parce que ça fait partie de notre nature, quoi. Et il y a rien de mal là-dedans, à mon opinion. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des femmes qui sont fortes, plus fortes que certains hommes. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des femmes qui sont plus courageuses que certains hommes. Ça veut dire que en règle générale, le mâle de l'espèce a tendance à être plus agressif, plus violent, plus fort, plus téméraire, plus courageux que la femelle de l'espèce. Et, et à mon avis, il n'y a rien de mal à ça. Chacun a un rôle. D'un point de vue individuel, ce rôle peut changer, mais d'un point de vue général, au niveau de l'espèce, ce rôle, il est là et difficile de le changer. Très intéressant. Écoute, on va arriver un peu sur la dernière partie du podcast, mais te réjouis pas trop vite parce qu'elle est quand même un petit peu longue. Et notamment, j'aime bien demander à mes invités quels sont un peu les hacks, routines et outils qu'ils utilisent. Donc, si tu peux nous décrire un peu une de tes journées, les choses importantes que tu fais et qui te permettent justement, au vu aussi de toutes les formations, toutes les sources d'inspiration que tu as eues, qu'est-ce que tu as gardé, qu'est-ce que tu mets dans ton quotidien et qui est vraiment important, même si c'est pas organisé sous forme de routine et d'habitude, mais que tu fais absolument tout le temps, ou en tout cas que tu essaies de faire absolument tout le temps pour être la meilleure version de toi-même. Ok. Je fais un certain nombre de choses, peut-être pas tous les jours, mais très régulièrement. La première chose, c'est je lis beaucoup de bouquins, voilà. Simplement parce que d'abord je voyage beaucoup, donc je passe pas mal de temps en avion, des choses comme ça, ou dans les salles d'attente. Donc je lis beaucoup et j'aime bien les bouquins version papier. C'est beaucoup plus pratique pour moi d'avoir un iPad ou un ordinateur et d'avoir tout un tas de bouquins dessus. Mais j'aime bien le contact du papier. J'aime bien le contact le contact physique avec un livre. Je lis très rarement des romans. Je lis plutôt soit des livres techniques pour apprendre quelque chose de particulier, ou des livres des livres plus philosophiques ou plus généraux, liés à la vie, liés à l'évolution, etc. Donc ça, je fais ça de façon très très régulière, pas forcément tous les jours. C'est pas une habitude du genre chaque jour avant de me coucher je lis 10 pages d'un bouquin. Non, je fais pas ça. Mais en tout cas, j'essaye de faire ça très très régulièrement. Quelque chose que je fais quasiment tous les jours, c'est de m'entraîner. Voilà. Et ça peut prendre des aspects très très différents. J'entends par là que j'ai pas une routine d'entraînement. J'essaie de varier les plaisirs le plus possible. Voilà. Ce qui veut dire que un jour je vais soulever des poids. Je fais beaucoup de kettlebell, je fais beaucoup de barres olympiques ou de choses comme ça. Et puis une autre journée, ça va être plutôt consacré à des sauts, des techniques de grimper, passer des obstacles, des choses comme ça. Et puis un autre jour, je vais aller courir. Et puis un autre jour, parce que le lieu s'y prête, je vais partir et faire une randonnée, une marche en forêt avec un sac à dos, ou un truc comme ça. Donc j'essaie de varier les plaisirs le plus possible. Je passe un peu de temps au sol avec des techniques de quadrupédie. J'essaie de garder une bonne mobilité en règle générale. Mais j'aime bien varier les plaisirs. Je veux pas faire toujours la même chose tous les jours et simplement faire des soulevés de terre avec une barre olympique simplement pour le plaisir de voir chaque jour 1 kilo en plus sur la barre. Voilà.
les chiffres m'intéressent pas forcément beaucoup. Donc ça c'est quelque chose que je fais tous les jours. En règle générale, je fais très attention à ce que je mange. Voilà. Ça veut pas dire que je suis complètement méticuleux sur les portions, les quantités ou la qualité, etc. Parce que encore une fois, je voyage, donc il faut être le plus adaptable possible. Mais en règle générale, j'essaie de manger de la façon la plus naturelle possible. Et par naturel, j'entends des aliments simples, pas ou très très peu d'aliments manufacturés. Oui, transformé. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, transformés. Bon. Ah oui, manufacturé, ça va très bien. Hein. Processed food. Oui, ok. Donc, peu de trucs qui viennent dans une boîte, qui arrivent dans une boîte ou un sac ou un truc comme ça. En règle générale, c'est de la viande, du poisson, des légumes, des salades, des fruits, des noix, des choses comme ça. T'évites tout ce qui est féculent, type riz, millet, quinoa, etc. En règle générale, oui. Et puis, parfois, s'il n'y a rien d'autre à manger et que j'ai faim, oui, je mangerai ça. Ok, donc plutôt régime paléo, quoi. Oui, relativement paléo. Pas beaucoup d'hydrates de carbone en règle générale. Pas de sucre en règle générale. J'ai pas une sweet tooth. Je suis pas trop sucré en règle générale. Voilà. Quoi d'autre? Et puis en règle générale, les boissons, c'est de l'eau, un peu de café de temps en temps le matin, et puis voilà, on a fait à peu près le tour, et un cognac de temps en temps, parce que ça doit être naturel, ça, c'est fait avec des fruits. J'adore. Voilà. Et ça c'est quelque chose que je fais, que je suis de façon pas religieuse, mais relativement stricte en général. Parce que c'est vrai que passé un certain âge, facile de prendre du poids, c'est facile de perdre un petit peu de son tonus musculaire, c'est facile de perdre un peu ses abdos, etc. Donc, voilà, je fais attention à ce que je mange en règle générale. Ouais. C'est facile de prendre du poids malgré tout le sport que tu fais ? Il y a un certain nombre d'années de ça, je faisais facilement 20 kilos de plus que maintenant. Et ces 20 kilos, c'était du gras. Hein, on va être clair, on va appeler les choses par leur nom, c'était du gras. Et je faisais du sport à l'époque. J'avais un centre de plongée sur la Côte d'Azur. Donc j'étais actif tous les jours, j'étais dans l'eau tous les jours, etc. Mais malgré tout, et j'avais 20 ans de moins, mais malgré tout, j'ai pris pas mal de poids. Et c'était lié au stress, c'était lié à tout un tas d'autres facteurs qui fait que je faisais pas forcément attention à ce que je mangeais. Donc oui, on peut prendre du poids. C'est pas une heure de sport qui va contrebalancer 23 heures de mauvaise hygiène de vie. Voilà. Ouais, ça, je suis totalement d'accord. D'ailleurs, d'où un peu l'idée. J'adore ça chez Movnat. C'est complètement, c'est tout con. Il y a rien d'exceptionnel. Mais j'aime bien la façon dont vous le partagez, les movement snacks, cette idée. Moi, avant de découvrir Movnat, d'ailleurs, c'est un truc que je partageais souvent sur mes podcasts où je disais que je mettais un petit minuteur Pomodoro et toutes les 45 minutes, j'ai toujours eu du mal un petit peu à choisir quel était le bon timing pour avoir assez de temps pour être bien focus et concentré sur ma tâche et en même temps avoir assez de pause dans ma journée pour me sentir bien dans mon corps. Mais voilà, mais donc entre 30 et 40 minutes, ça sonnait et là, j'allais faire 2 minutes de mobilité, de marche, de respiration, etc. Tu vois, et c'est tout con, mais ça fait un bien fou, tu vois, et bouger un petit peu tout au long de la journée, comme disait d'ailleurs Jérôme Ratoni, tu vois, pendant notre échange, à plusieurs moments, on a bu. Et si je te le disais, tu bois rien de toute la journée, mais de 7h à 8h, t'as le droit de boire 3 litres d'eau. Tu me prendrais pour un fou.
Bah, pourquoi est-ce qu'on l'accepte pour le mouvement? Bah, il a totalement raison et j'adore cette idée-là. Bref, tout ça pour dire que c'est clairement pas une heure de sport qui compense 23 heures de mauvaise hygiène de vie. Après, pour autant, je posais la question parce que bah, moi aussi, je m'entraîne quasiment tous les jours et bah après, je mange sainement, c'est-à-dire que comme toi, j'aime pas trop ce qui est sucré, mais mes seuls péchés mignons en termes de dessert, c'est les fruits, le chocolat noir à 85%, ça j'en raffole. Et éventuellement un peu de myrtille avec du fromage blanc, voilà. Et donc tu vois, c'est pas des péchés mignons très dommageables pour le gras. Je pense que j'ai aussi de la chance à ce niveau-là parce que d'une part j'ai une bonne discipline, mais en plus de ça j'ai une prédisposition à pas trop aimer le sucre et à pas trop le digérer non plus, tu vois. Donc quand je mange une part de gâteau, elle va peut-être me faire envie sur le moment, mais je sais que je vais pas hyper bien la digérer, donc déjà ça m'enlève un petit peu de l'envie, tu vois. Mais bref, je pars en digression, mais et je sais même plus où je voulais en arriver. Tu vois, c'est le problème quand on parle trop, on part dans tous les sens et puis on en perd l'objectif. Mais comme j'aime le dire, ce qui est important, c'est pas l'arrivée, c'est le chemin. C'est pas l'objectif, c'est le chemin. Donc voilà, donc le chemin était intéressant. On a perdu l'objectif, mais c'est pas bien grave. Pas grave. Mais comme tu parles de MoveNat, il y a quelque chose que j'ai toujours apprécié chez MoveNat depuis le début, et je suis avec Erwan depuis quasiment le début de MoveNat. C'est le fait que tu vas pas consacrer 1 heure ou 2 heures à faire du MoveNat. Tu vas consacrer 24 heures. Ce que j'entends par là, ce que je veux dire par là, c'est que il y a tellement d'aspects dans MoveNat sur la position, la mobilité, la course, la marche, le grimpé, etc. Il y a tellement d'aspects de MoveNat que tout ce que tu fais dans ta journée, c'est du MoveNat. Okay. La façon dont tu es assis maintenant, est-ce que tu fais attention à ta position, ta posture, etc. Ça fait partie de MoveNat. La façon dont tu vas te lever de ta chaise, ça fait partie de MoveNat. La façon dont tu vas t'asseoir, ou si tu décides de ne pas utiliser une chaise, mais plutôt de t'asseoir par terre. La façon dont tu respires, c'est MoveNat aussi. La façon dont tu vas marcher dans ta cuisine jusqu'à ton salon, c'est MoveNat. Est-ce que tu peux utiliser ces opportunités pour améliorer ou apprendre quelque chose de nouveau? La façon dont tu vas te lever, est-ce que tu vas te lever simplement en utilisant tes pieds, tes mains, tes jambes et tes mains, ou est-ce que tu vas utiliser simplement une jambe pour te lever? Est-ce que tu vas passer d'une posture assise à une posture de quadripédie? Est-ce que tu vas courir? Tu peux constamment t'entraîner à MoveNat, si tu veux. Ok. Et c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps assis. Le problème, c'est qu'on passe beaucoup de temps assis dans la même position. Et si on commence à varier la position dans laquelle on est assise, et il y a plein de variations possibles, bah, c'est beaucoup moins dommageable pour le corps. Parce que le problème, c'est que si on est dans une position particulière un certain nombre d'heures par jour, notre cerveau a tendance à se dire « Ah, ça doit être une position importante. Et si c'est une position importante, je dois autant que possible aider le corps à s'améliorer dans cette position. » Et par conséquent, si tu es toujours assis dans la même position, il y a une transformation progressive de ton corps. Peut-être que ta tête va commencer à se pencher un peu plus en avant et tu ressembles de plus en plus à une tortue. Peut-être que la partie frontale de ton corps va commencer à être de plus en plus serrée. Okay. Peut-être que la partie postérieure de ton corps va tendance à être relâchée, etc., etc. Peut-être que tes hanches, tes articulations commencent à être un peu moins mobiles. Il y a une adaptation. On devient meilleur, on s'adapte aux positions et aux mouvements qu'on fait tout le temps. Parce que le cerveau va avoir tendance à donner la priorité à ces mouvements.
Et si on varie pas la façon dont on s'assied, si on varie pas la façon dont on marche, si on varie pas la façon dont on bouge en règle générale, notre bibliothèque de mouvement a tendance à rapetisser, à diminuer. Et on est de moins en moins capable d'apprendre ou simplement de faire des mouvements qui font plus partie de notre quotidien. Comme on dit, ce que tu n'utilises pas, tu le perds. Et donc, au final, on revient à cette idée d'hyper spécialisation. On devient hyper spécialisé à être assis. Oui, tout à fait. On devient un champion du monde à être assis. Parce qu'on passe 7 heures par jour assis au bureau, dans les transports en commun, en voiture, devant la télé, au restaurant, etc. Mais j'aime beaucoup cette idée justement que tu partageais de Movnat, de vivre Movnat et de façon plus large, tu vois, de rajouter, tu vois, de pas concevoir le mouvement comme une séance de sport, mais de voir le mouvement comme un continuum qui t'accompagne tout au long de ta journée. Et donc depuis que j'ai commencé Movnat, d'ailleurs, je me suis acheté des tréteaux, pas des tréteaux, des tasseaux, pardon, que j'ai mis par terre, tu vois, comme ça je m'amuse parfois à faire un peu d'équilibre. Parfois, je m'amuse à aller en quadrupédie jusqu'à dans ma cuisine, parce que là, en ce moment, je fais du télétravail, où j'en fais beaucoup avec ma fille. Ça, c'est génial. D'ailleurs, ma fille m'a beaucoup inspiré à ce niveau-là, parce qu'elle, évidemment, elle est tout le temps par terre. Et donc, c'est avec elle aussi que j'ai redécouvert le plaisir de marcher à quatre pattes, faire des sauts de singe, des trucs comme ça, etc. Et j'y prends un vrai plaisir. Et d'ailleurs, je voyais un peu mon intérieur comme un terrain de jeu géant. Je sautais sur le lit, je faisais comme si les chaises de la salle à manger c'était des herbes hautes. Oui, parce que moi j'ai des meubles. je suis encore assez conventionnel à ce niveau-là. J'ai des meubles. Désolé de te décevoir, mais voilà. Et donc du coup c'est super chouette, tu vois. Et il y a aussi cette notion de jeu qu'on perd complètement dans nos vies et qui est très présente dans Movnat et que j'aime beaucoup. Et après, sur la question de la chaise, du coup moi j'utilisais une chaise à genoux, donc c'est une chaise où tu es assise à genoux, donc sans dossier. Et là j'expérimente, c'est un auditeur de Limitless Project qui m'en a parlé, un tabouret. Donc là je suis assis dessus actuellement, donc il a pas de dossier, mais il a une base qui est un petit peu convexe, ce qui fait que tu vois je peux le bouger comme ça, tu vois. Les gens verront pas la caméra, mais donc je peux le bouger, je peux me pencher aussi en avant, ça t'évite, parce que sinon le tabouret t'es très droit comme ça et t'es potentiellement un peu loin de ton clavier, etc. Donc là je peux le pencher un peu en avant, le mettre un peu sur les côtés, et ça travaille du coup un peu mon gainage dynamique, même si je reste avec une position de hanche à 90 évidemment. Ouais, tout à fait. Et toi, t'es assis par terre là du coup? Non, je suis dans une chambre d'hôtel, j'ai une chaise. Voilà, je suis assis sur une chaise. Et il y a des choses que tu peux pas éviter. T'es dans un avion, tu peux pas t'asseoir par terre. T'es en moto ou en voiture, tu peux pas rester debout. Mais dès que tu as l'opportunité, dès que tu as l'occasion, l'idée c'est de bouger, c'est de changer de position, etc. Bien sûr. C'est de minimiser les dommages créés par la position assise. Mais c'est pas tellement la position assise, c'est la position assise dans la même position pendant de longues périodes. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui, tout à fait. Et dans le même principe, le fait que l'on vit dans un monde très artificiel fait qu'on a beaucoup moins de stimuli, beaucoup moins d'interaction avec l'environnement dans lequel on est. Ce que j'entends par là, c'est que le monde dans lequel on vit, on l'a complètement créé. Si on vit si on habite une ville, le sol, les murs, les escaliers, les ascenseurs, etc. Tout ça, ça a été créé. C'est complètement artificiel et par conséquent, on a de moins en moins d'interaction avec un environnement un peu plus aléatoire. La position du pied, par exemple, quand tu marches sur un trottoir, la cheville est rarement sollicitée. Ou en tout cas, elle est toujours sollicitée de la même façon. Tout est plat, il n'y a pas de nécessité de s'adapter à un terrain un peu accidenté. Dès que tu commences à partir en forêt, par exemple, là, il faut que tu reçois tout un tas d'informations au niveau du pied sur la position
nécessaires pour maintenir ton équilibre, s'il y a des graviers, s'il y a des cailloux, s'il y a des grosses pierres, s'il y a des souches, etc. Le fait d'être en chaussures, bah, ça limite aussi les informations que tu reçois de ton environnement. Le fait d'être nu-pied, ça te permet encore une fois d'élargir ton éventail de possibilités et ton adaptabilité à l'environnement. Et ça, c'est valable pour ton corps en règle générale. Plus tu bouges de façon différente, et plus ça sera facile de bouger de façon différente. Voilà. Ouais, je partage tout à fait ta vision de notre monde très artificiel et le besoin, l'importance de se reconnecter à la nature et puis à la variabilité des stimuli qu'elle peut nous apporter. Et d'ailleurs, j'ai passé à une nouvelle step à ce niveau-là avec mon stage de yoga Tumo dont je te parlais. Et notamment, il y a des marches dans la nature nues, avec en maillot de bain si tu veux. Alors qu'il fait -8 dehors et qu'il y a un peu de vent, tu vois, histoire que ce soit marrant. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est pas tant le froid, c'est le fait de, tu vois, on dit souvent que le froid anesthésie. Et là, moi, j'avais plutôt la sensation que c'était mes vêtements qui m'anesthésiaient. Parce qu'on pense souvent, justement, enfin, moi, j'étais assez sensibilisé aux pieds et au fait, justement, de porter des chaussures minimalistes ou d'être pieds nus pour que toutes les terminaisons nerveuses que tu as dans tes pieds puissent capter, être en contact avec ton environnement. Mais on pense pas au fait qu'il y en a aussi plein sur tout le reste du corps. Et donc, le fait d'être nu, bah, du coup, tu ressens le vent, tu ressens tout ça, etc. Et donc, ça te propulse la température. Enfin, il y a un tas de petites informations comme ça sensorielles que tu captes. Et j'en reviens un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait d'être conscient de son environnement. Ben justement, le fait d'être comme ça, vulnérable quelque part dans ton environnement, ça te rend hyper conscient de cet environnement, même des odeurs, du paysage, etc. Et intensément dans le moment présent. T'es plus concentré aux autres trucs que tu as fait, etc. T'es vraiment concentré dans ton moment, en contact avec chacun de tes sens, qui soient auditifs, olfactifs ou les récepteurs sensoriels de ta peau. Et c'est vraiment tu vois, parce que je prône souvent le fait de se reconnecter à la nature, etc. Mais le fait de s'offrir quelque part dans ton plus simple appareil à la nature, c'est encore un niveau sensoriel différent et très très intéressant dont je recommande vraiment de faire l'expérience. Et en plus de quoi, et je vais conclure là-dessus sur cette petite histoire, tu te dis à l'avance que tu vas avoir froid. Et donc potentiellement, tu vois, si tu sors dehors par exemple, qu'il fait froid et que t'as pas mis ton manteau, tu vas avoir froid parce que c'est subi et que ton corps il a des vêtements et donc il se dit je devrais avoir chaud. Et donc tu vas ressentir le froid. Par contre, quand il va tout nu, tu sais à l'avance que tu vas être confronté à cet environnement naturel et de façon très très paradoxale, t'as beaucoup moins froid. Et le vent qui tantôt était désagréable, là tu le ressens plutôt comme une caresse de velours. Ouais, le froid, c'est une notion très très subjective, et on a besoin d'avoir froid. C'est un besoin physiologique. J'aime bien l'idée des douches froides, j'aime bien l'idée des bains froids. J'avais fait un stage avec un instructeur, Wim Hof, et et toute ma vie, en tout cas pour 25 ans, pendant 25 ans, j'enseignais la plongée sous-marine, j'enseignais la plongée spéléo, et j'ai jamais aimé l'eau froide. Okay. Mais durant ce stage, ça m'a permis d'améliorer ma perception du froid et de me sentir un peu plus à l'aise dans l'eau froide. Et maintenant, c'est quelque chose que je gère beaucoup plus facilement. J'étais la semaine dernière, j'étais au Nouveau-Mexique en moto, entre le Nouveau-Mexique et l'Arizona. Et le matin, j'ai pris la moto, il faisait -8 degrés. Et -8 degrés en moto, c'est froid. Mais ça s'est progressivement réchauffé. Et quand je suis arrivé à 0 degré, quand la température ambiante était à 0 degré, ça me semblait très chaud. Ça paraît comme ça un peu bizarre, quoi, voilà. Mais la notion de froid, je pense que c'est quelque chose dont on a besoin. On a besoin de ça pour améliorer sa résistance physique en règle générale et son mental. Et tu parlais de discipline il y a quelques minutes, et je pense que ça fait partie un peu d'une discipline à avoir, se soumettre à
à des conditions environnementales qui sont un peu difficiles de temps en temps. Okay. Jeûner, ça fait partie de la discipline. Prendre des douches froides de temps en temps, ça fait partie de la discipline. Dormir par terre de temps en temps, ça fait partie de la discipline. Ouais, et ce qui est vraiment intéressant avec ces outils, je trouve, là, tu parlais du jeûne. Honnêtement, le jeûne, j'en ai jamais fait. Enfin, si des jeûnes intermittents comme ça, voilà, mais j'ai jamais fait un vrai jeûne. Mais ça fait partie des choses que j'aimerais expérimenter un jour. Par contre, les douches froides et les bains froids, j'ai beaucoup plus d'expérience sur le sujet. Et il y a quelque chose que je trouve assez intéressant, qui est de réussir à trouver du confort dans l'inconfort. Et c'est vraiment le cas. On arrive vraiment. Même si au début c'est un stress intense, on arrive vraiment à trouver du confort dans l'inconfort. Et bien sûr, il y a plein de gens qui te diront que c'est pas pour autant que c'est transférable à d'autres sujets de la vie. Mais moi, j'ai l'impression que si. J'ai l'impression que justement développer et muscler cette capacité, eh bien, te permet de manière générale de mieux supporter des situations qui potentiellement peuvent être difficiles ou agressives pour ton organisme ou pour ton esprit. Tout à fait, tout à fait. Complètement d'accord avec toi. Et ouais, pardon. Donc du coup, ouais. Donc j'aimerais bien savoir, est-ce que tu aurais 3 rêves, 3 choses que tu aimerais bien réaliser dans les semaines, dans les années à venir, et que tu voudrais partager avec nous? Ok. Il y a, même si j'ai voyagé dans pas mal de pays, j'en suis à quoi, 76 ou un truc comme ça. Il y a encore plein de pays que j'aimerais bien visiter. Entre le Brésil, le Chili, la Nouvelle-Zélande, la Russie. Enfin, il y a tout un tas de pays que j'aimerais visiter. Et quand je dis visiter, en règle générale, si tu vas quelque part pour quelques jours, tu profites pas réellement du pays. Tu vois des choses, c'est une collection de cartes postales en gros. J'aime bien rester dans un pays pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois si je peux. Donc ça fait partie de mes rêves, oui, tout à fait. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme rêve? J'ai un rêve qui concerne le parachutisme. Je fais pas mal de parachutisme, mais quelque chose que j'aimerais expérimenter, et ça, il faut que j'apprenne. Et je connais pas le nom en français, les wingsuits. Ah yes, ouais. Ok. Je connais pas le nom en français. Donc, bah il y en a pas. En français, on dit wingsuits aussi. Wingsuit. Bon bah voilà. Ok. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Devenir pilote. En anglais, ça se dit pilote de wingsuit. Je sais pas si ça se dit en français, mais en tout cas, ça c'est quelque chose qui fait partie de mes rêves et qui devrait arriver relativement prochainement, j'espère. Cool. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme rêve? Je crois que c'est déjà pas mal pour moi. J'ai pas d'objectif à long terme. Je veux pas de long terme. Non, mais c'est très bien, ça donne des idées. Bon, j'accélère un peu sur la fin parce que tu dois nous quitter, mais est-ce que tu aurais simplement, tu disais que tu aimais beaucoup lire, un livre à m'offrir et un prochain invité à me recommander. Je me doute que tu lis beaucoup en anglais, donc c'est pas grave, ça peut être un livre anglais. Par contre, pour le prochain invité recommandé, je préférerais qu'il soit francophone puisque c'est un podcast français. Livre, j'ai un intérêt particulier pour, comme je te disais, pour la philosophie, donc les stoïques en règle générale, Marc Aurèle, Sénèque et compagnie. Yes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je recommande. J'aime beaucoup et j'essaye de le voir le plus souvent possible quand il est en tournée. On va dire un philosophe moderne qui s'appelle Jordan Peterson. Il n'est pas francophone, donc ça, je suis désolé. Voilà. Un autre invité qui serait intéressant en français, bien sûr, tu devrais demander à Erwan Lecor de venir et de parler de MoveNat plus en détail. Ça, c'est évidemment quelque chose de fondamental. Voilà. Ok. Et encore une fois, j'ai un peu perdu le contact avec ce qui se passe en France et qui sont les
les personnalités intéressantes en France. Donc ça se limitera là, malheureusement. Non, mais c'est très bien, je te remercie. Du coup, si on veut travailler avec toi, tu fais des coachings avec des Français ou c'est seulement non, je fais des coachings en anglais, en espagnol, en français. Donc, Ok, donc on te contacte via ton site Vic Verdier Coaching, je mettrai les liens de toute façon. vicverdiercoaching.com. Et pour les stages, tu organises des stages aussi seulement aux États-Unis ou en France aussi? Les stages MoveNat sont un peu partout dans le monde. Donc il y a des instructeurs MoveNat un peu partout. Donc ça c'est facile à trouver. Les stages que je fais personnellement sont soit aux États-Unis, soit en Europe. En France, il y aura un stage combatif et un stage aquatique l'été prochain, donc fin août, sur Marseille. Et en règle générale, j'essaye de venir au moins une fois par an en Europe, en France ou un autre pays, Autriche ou quelque chose d'autre. Donc, c'est pas seulement aux États-Unis. Voilà. Donc, si on veut faire un stage combatif avec toi, celui dont tu parlais tout à l'heure, c'est à la fin de l'été à Marseille. Voilà, fin août à Marseille, tout à fait. Fin août à Marseille. Écoute, je mettrai les dates si je les trouve. Je pense qu'elles doivent être sur le site de MoveNat oui. et dans l'article lié. Et du coup, pour terminer ce bel échange, faisant écho au petit check-in que tu m'as fait tout à l'heure en intro, est-ce que tu voudrais me faire un petit check-out, c'est-à-dire ce que tu as pensé de ce moment partagé avec moi? Ok, très très intéressant. J'aime bien le format discussion. J'ai l'habitude de faire des podcasts et généralement des podcasts en anglais qui sont très très formels. J'entends par là que il y a une série de questions et ces questions ont un ordre logique, etc. Ici, c'était beaucoup plus décousu, beaucoup plus convivial, on va dire, dans la mesure où c'est intéressant aussi pour moi de t'écouter et de voir les exemples tirés de ta vie quotidienne ou de ton expérience. Et c'est pas seulement juste l'invité déblatérant son blabla habituel, c'est plus une discussion, un échange, et je te remercie pour ça. Ouais, écoute, merci. Du coup, je fais mon petit check-out aussi, et c'est vrai que j'ai vraiment cette vision-là de partage. Tu vois, pour moi, l'idée, c'est une conversation, c'est une discussion avec des gens que je trouve inspirants, avec qui j'ai envie de découvrir un petit peu plus en profondeur leur vision et les belles choses qu'ils ont apprises et partagées. Et si je peux les confronter avec ce que moi-même j'ai vécu, compris ou pas compris justement, je trouve que ça donne une ouverture à la discussion qui est plus importante. Et donc je te remercie pour ton temps. Tu me disais que tu t'arriverais pas à tenir 1 heure. Au final, ça fait 1h45 qu'on parle. Et si tu m'avais pas montré ta montre tout à l'heure, on aurait peut-être parlé pendant 2h30. Donc je te rassure, ton français n'est absolument pas rouillé. Un peu. Mais non, absolument pas. Et c'était un vrai plaisir de faire ta connaissance, de pouvoir aborder tous ces sujets malgré tout variés. Et puis j'aimerais sincèrement te croiser autour d'un stage combatif, peut-être cet été. On verra si l'organisation le permet ou l'année prochaine. Merci. On va organiser ça. Merci à toi, David. Merci, Vic. À bientôt. Ciao. À bientôt. Ciao. Hop, pas si vite. Avant de t'en aller, j'ai encore 2 petites choses à te dire et une surprise. Il y en a pour 30 secondes, c'est promis. D'abord, si ce n'est pas déjà fait, inscris-toi à ma newsletter. J'y partage 2 fois par mois mes réflexions personnelles, le résultat de mes expériences, les meilleurs outils que j'utilise et les livres, podcasts ou films qui m'inspirent. Ensuite, ce projet me demande beaucoup de temps. Et même si je le fais d'abord pour moi, le fait de savoir qu'il sert à d'autres me motive énormément et me donne beaucoup de bonheur. Donc si tu as aimé cet épisode, prends quelques secondes du tien pour me le dire en commentaire sur ton application de podcast. Et enfin la surprise, c'est qu'il n'y en a pas. Mais si je n'avais pas suscité ta curiosité, tu n'aurais jamais écouté cet outro. À vous. Bon allez, pour me faire pardonner, si tu le veux vraiment, je t'offre une casquette Limitless. Envoie-moi simplement un mail avec ton adresse via le formulaire de contact du site. À bientôt!